L'Afrique bénéficiera-t-elle bientôt de sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU? On en parle avec le journaliste et enseignant Francis Patindé et notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Bonsoir à tous les deux. Bienvenue sur notre plateau. Première question, elle s'adresse à vous. Fanny, vous êtes à New York et pour la première fois, les États-Unis sont favorables au fait d'octroyer 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU à l'Afrique, mais sans droit de veto. Comment est-ce qu'ils expliquent eux-mêmes cette position? Simplement garder son pouvoir intact, car élargir ce droit de veto, eh bien, ce serait diluer son influence dans la gouvernance des affaires mondiales. Les États-Unis, qui disposent de ce droit de veto, comme les 4 autres membres permanents du Conseil de sécurité, et tous s'opposent à cet élargissement, l'élargissement du droit de veto, un instrument de pouvoir dont ils usent et abusent au risque de paralyser l'ONU. On le voit ces dernières années avec la guerre en Ukraine, où la Russie oppose son veto systématiquement, et aussi la guerre à Gaza, où Washington bloque toutes les résolutions qui condamnent Israël. Les États-Unis donc et ces 4 autres pays membres permanents du Conseil de sécurité veulent conserver leur précaré. Ils résistent et proposent donc une mini-réforme du Conseil de sécurité qui n'affecte pas leur pouvoir, mais qui crée des frustrations, car on doute que les pays africains acceptent un second rôle au sein du Conseil de sécurité avec 2 sièges, mais sans droit de veto. Francis Patindé, bonsoir. Bonsoir. Je le disais en vous présentant, vous êtes évidemment journaliste, on vous connaît bien, enseignant, mais vous êtes aussi fin connaisseur du fonctionnement des Nations Unies. 2 sièges permanents au Conseil de sécurité pour l'Afrique, mais sans droit de veto. Je vous pose la question très simplement, quel intérêt? À mon avis, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que ça... Autant garder la configuration actuelle où il y a 3 pays africains qui sont membres du Conseil de sécurité, c'est des membres non permanents et ils sont là pour 2 ans. Puis après, ils dégagent, ils sont remplacés par d'autres pays africains. Donc, quel est l'intérêt d'avoir dans les années à venir un Conseil de sécurité où on aurait 3 participants, 3 membres, des membres permanents disposant du droit de veto, des membres permanents ne disposant pas du droit de veto et des membres non permanents. Ça complexifie la situation inutilement et autant élargir vraiment de façon franche, d'autant plus que, et c'est vraiment inédit, les Américains étaient les derniers pays à bloquer toute évolution. La France, depuis longtemps, est pour l'élargissement du droit de l'Afrique comme membre permanent. La Grande-Bretagne aussi était d'accord. La Russie et la Chine, qui sont en train de faire un jeu de séduction en Afrique, on les voit mal bloquer l'accès de l'Afrique comme membre permanent du Conseil de sécurité. Justement, je me tourne à nouveau vers vous, Fanny. Actuellement, quels sont les obstacles à l'ONU à cette attribution de 2 sièges pour des pays africains, 2 sièges permanents au Conseil de sécurité? Alors, on sait que Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, est favorable à une réforme du Conseil de sécurité, mais ce n'est pas lui qui décide. En effet, pour changer, pour modifier la Charte des Nations Unies, eh bien, le parcours est long et compliqué. Il faut le vote de 2 tiers des pays réunis en Assemblée générale, mais aussi l'approbation du Conseil de sécurité sans droit de veto. Si la réforme est adoptée, eh bien, il reste à savoir quels sont les 2 pays africains qui vont siéger au Conseil de sécurité. Et là, ça coince. Il y a une division au sein du groupe africain. Plusieurs pays sont mentionnés comme candidats officiels. On pense à l'Afrique du Sud, à l'Algérie, au Nigeria ou encore à l'Éthiopie. Mais qui choisir? Sur quels critères? Sur la taille du pays? Sur le nombre d'habitants? Ces critères ne sont pas tranchés. Il n'y a donc toujours pas d'unanimité sur le choix des candidats, ce qui affaiblit aujourd'hui la position de l'Afrique sur une réforme du Conseil de sécurité. Francis, quand on entend ce que vient de nous expliquer Fanny, à la fois les réticences de certains pays et les divisions au sein même du camp africain, est-ce que cette entrée de l'Afrique comme membre permanent du Conseil de sécurité a des chances d'aboutir cette fois
ou au fond pas? Moi, je pense qu'on est au début d'un processus. Le fait que les Américains acceptent enfin, ça marque le début d'un processus. Il faudra maintenant négocier, passer à une phase de négociation. Et pour cela, il faudrait que l'Afrique s'entende, qu'elle s'entende à Addis Abeba. Vous savez qu'en début de l'année prochaine, il y aura un sommet des chefs d'État membres de l'Union africaine. Il va falloir décider qui va avoir ces 2 sièges et puis est-ce qu'il faut accepter la proposition américaine telle qu'elle ou avoir une représentation pas dégradée, comme disait votre correspondant tout à l'heure. Il faut une représentation faire. C'est quand même étonnant que le seul continent, le seul bloc continental qui n'est pas de voix permanente au Conseil de sécurité, ce soit l'Afrique. L'Afrique, c'est plus d'1 milliard d'habitants, 1,3 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est 28% des États membres des Nations Unies. Vous voyez, et la plupart des opérations de maintien de la paix se déroulent en Afrique. Et l'Afrique apporte 40% des troupes pour les opérations de maintien de la paix. Pour toutes ces raisons, l'Afrique ne peut pas être absent comme membre permanent du Conseil de sécurité. Oui, d'ailleurs, les arguments que vous évoquez ont également été rappelés par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a fait entendre qu'un siège ou 2 sièges permanents sans droit de veto, ce serait, comme je cite, reléguer l'Afrique à une participation de seconde zone. Mais j'ai envie de vous poser une autre question, Francis. Cette proposition, en tout cas cette acceptation des États-Unis pour 2 sièges permanents pour l'Afrique, ça arrive quand même à un moment où la gouvernance de l'ONU est critiquée, où l'ONU a du mal à imposer sa voix sur les grands conflits internationaux, je pense à Gaza, je pense à l'Ukraine, et qu'au fond, la question qui est posée aujourd'hui de plus en plus, c'est celle d'une réforme de la gouvernance de l'ONU. Comment est-ce qu'on peut expliquer que cette, au fond, proposition arrive dans ce contexte-là? Ça arrive parce qu'on est à un tournant. Vous savez, l'ONU a été créée, il n'y avait que 4 pays africains autour de la table. Il y avait l'Égypte, l'Éthiopie, le Libéria et l'Afrique du Sud. C'était les 4 pays qui étaient présents. Donc l'Afrique était vraiment sous-représentée. Ensuite, il y a eu les indépendances. Aujourd'hui, on a 54 pays africains à New York. Mais il va falloir, à ce tournant-là, que l'Afrique prenne part à la révolution qui est en cours. Mais pour le moment, j'insiste là-dessus, c'est le début de quelque chose. Et il faut la réforme de la charte. Ça, c'est la première chose à faire, c'est réformer une charte qui est vieille, et puis après, passer à autre chose, trouver le consensus au niveau de l'Assemblée générale. On va le trouver les 2 tiers. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de veto, parce que les seuls qui disposent encore du veto aujourd'hui, ce sont les 5 grands, comme on les appelle. D'ailleurs, comment ça se passerait le processus, d'ailleurs, au sein même de l'ONU, si l'Afrique devait intégrer ces sièges permanents? Alors, d'abord, il faudra, comme j'ai dit tout à l'heure, réformer la charte. La charte, elle est obsolète et la charte ne prévoit pas d'élargissement à des pays africains, des pays caribéens, comme a dit le président américain, ou des pays latino-américains. Donc, on en est là. Et donc, il faut d'abord réformer, être d'accord sur un test, sur une nouvelle charte. Ça veut dire que ça peut prendre combien de temps, voire combien d'années encore? Ça peut prendre des années. Et donc, est-ce que ça veut dire que cette décision, elle pourrait ou ne pas passer en fonction de qui sera le nouveau locataire de la Maison-Blanche, puisque l'élection présidentielle américaine se tient début novembre? Absolument, la position américaine peut varier. Si c'est Donald Trump, je pense que la proposition américaine aura vécu. Ça, c'est sûr, parce que c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout aux pays africains, ni aux autres pays. Vous vous souvenez de sa célèbre phrase des pays de merde, et qu'il a qualifié les pays africains, Haïti et tout ça. Donc, Haïti, par ailleurs, dont les ressortissants mangeraient des chiens et des chats, vous voyez, donc l'estime qu'il a pour les autres peuples. Et si c'est Kamala Harris, ça va se poursuivre, parce que c'est l'administration Biden, l'administration démocrate qui fait la proposition. Donc, on voit mal Kamala Harris faire rebrousser chemin sur ce point-là. Donc, il faut parier sur plutôt une administration démocrate. D'ailleurs, qu'est-ce qui a pu faire bouger les États-Unis pour que, pour la première fois,
ils acceptent l'idée de siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité, puisqu'ils y ont toujours été opposés jusqu'ici? Je pense que c'est une question qui les taraude depuis quand même. Il y a une forme d'injustice suprême. Plusieurs décennies après la création de l'ONU, que l'Afrique, ce continent dont tout le monde parle, où il y a des opérations de maintien de la paix, et l'Afrique qui participe d'une manière ou d'une autre quand même à la consolidation du monde, de la paix, de la géopolitique mondiale, soit absent. Je pense que c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Biden n'est pas parti en Afrique. Il a promis, quand il est arrivé au pouvoir, qu'il ferait un déplacement en Afrique. Jusqu'à ce jour, il n'a pas été en Afrique. Donald Trump non plus. Mais Biden a une patte africaine. Ce serait donc essentiellement une décision symbolique. Je pense que c'est une décision symbolique qui mettra beaucoup d'années avant de voir le jour. Merci beaucoup à vous, Francis Patindé, journaliste, enseignant. Merci à vous, Fanny Chauvin, correspondante de TV5 Monde à New York. Merci à